Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans un texte récent intitulé « Plein feu sur la recherche officielle OVNI en France », j'ai décrit avec force détail le fonctionnement et les formidables moyens du COIA, à savoir le centre opérationnel interarmé implanté dans l'îlot Saint-Germain du ministère de la Défense à Paris. Point capital. Cet organisme placé sous la haute autorité du chef d'état-major des armées, l'amiral Jacques Langsade, exerce une action basée essentiellement à partir de données en temps réel, ce qui n'est pas un mince avantage, question investigation OVNI, notamment quant au suivi de leurs manifestations en France et pays limitrophes. Mon texte ayant suscité un vif intérêt de la part de ses destinataires privilégiés, de même que des demandes d'informations complémentaires, notamment quant au face-à-face OVNI-armée de l'air, voici donc quelques précisions sur ce sujet ô combien d'actualité. En premier lieu, il convient de souligner que les activités de l'armée de l'air face aux incursions d'objets volants d'origine non identifiable concernent essentiellement l'espace aérien de l'Hexagone, mais ce, en étroite coopération avec les autorités militaires de pays limitrophes amis, tels la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Par ailleurs, sans pour autant entrer dans une foule de détails par trop techniques, il faut retenir que sur le plan opérationnel, les activités de notre armée de l'air s'exercent dans les trois domaines classiques du renseignement, à savoir celui du renseignement humain, nom de code HUMINT, et ceux de l'image et de l'électronique, respectivement codés IMINT et SIGINT. Bien que limité à l'action des guetteurs à vue, notamment ceux des bases aériennes et au compte-rendu de mission des équipages en vol, le renseignement humain n'est certes pas négligé, mais c'est dans le domaine technique, image et électronique que se situe le volume d'investigation privilégié des forces aériennes françaises, question OVNI. À ce propos, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général d'armée aérienne Vincent Lanata, de même que ses subordonnés ayant à en connaître, ont parfaitement conscience que l'absence de menace identifiée ne signifie pas qu'aucune menace ne peut se matérialiser. Ceci dit, sachez qu'en temps de paix, les actions de recherche sur le plan OVNI s'inscrivent dans la veille documentaire globale du COIA et s'effectuent sur le terrain strictement opérationnel à partir du poste de commandement du formidable et inexpugnable bunker de la direction du renseignement militaire, DRM, implanté dans le périmètre de la base aérienne 110 à Creil-Oise. Son directeur est le général de division Jean Heinrich, 53 ans, ancien patron du service Action de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE. Pour remplir ses missions, la DRM dispose 24 heures sur 24, tant au ministère de la Défense à Paris qu'à sa base de Creil, de personnel provenant des trois armées, terre, air, marine, de la DGA, Délégation Générale pour l'Armement, et de la Gendarmerie nationale. 25% de civils, notamment analystes politiques et linguistiques, complètent le tout. À propos des installations de bunker de Creil, force est de souligner en premier lieu que celui-ci abrite tout le système informatique, la salle d'analyse et le centre tactique. Est-il besoin de préciser que tous les locaux sont super protégés au moyen de sas d'entrée, codes digitaux et même identification des personnels entrants grâce au scanner de l'image du pouce? S'y ajoute toute la panoplie des moyens de surveillance audiovisuelle et autres systèmes de protection du contenu des coffres-forts et armoires de haute sécurité. S'y trouverait-il par hasard des photos et films inédits d'OVNI en vol? De plus, il est primordial de savoir que la DRM est en grande partie responsable du renseignement français dans l'espace et qu'elle a obtenu définitivement que la photo-interprétation satellite passe sous son autorité.
En dépit de certaines réticences du côté de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et aussi provenant du SGDN, Secrétariat Général de la Défense Nationale, dirigé par l'amiral Achille Lerche et son adjoint de fraîche date, le préfet Rémy Pautrin, qui, dit-on, s'intéresserait quelque peu au dossier OVNI. Ainsi donc, c'est bien la direction du renseignement militaire qui exploitera les renseignements en provenance des futurs satellites optiques Helios. Des satellites radars s'y adjoindront ainsi qu'un satellite d'écoute électronique et des satellites de communication. Soit dit en passant, grâce à sa haute capacité de transmission des données, le satellite de surveillance océanographique franco-américain Topex Poséidon, équipé de 2 altimètres radars et français-américains, permet de suivre en temps réel, mais dans certaines conditions, les sous-marins, voire même les OANI, objets aquatiques non identifiés, qui parfois se transforment en un clin d'œil en OVNI, ou objets volants non identifiés. Voici maintenant quelques informations indispensables à connaître pour tout chercheur en ufologie concernant la branche opérationnelle de la DRM, à savoir la fameuse brigade de renseignement et de guerre électronique, en abrégé BRGE. Placée sous le commandement de l'armée de terre, cette brigade de création relativement récente, juin 92, dispose d'une formation spécialisée dans la recherche humaine. Alors, je vous fais grâce de trop de détails, de 2 régiments de transmission, d'un régiment d'artillerie qui est doté, très intéressant, de toute la panoplie des drones ou avions sans pilote, tels le CL-289, le Cresserel, le Pirate, qui est un drone de surveillance radio-silencieux et ne pouvant être brouillé, car guidé par fibre optique avec imagerie en temps réel. Alors, je continue. Dispose de plusieurs unités spécialisées dans l'interprétation photographique, dont l'une dépend de l'école interarmée du renseignement et des langues en place à Strasbourg. Alors, 5e, d'hélicoptères d'observation radar et visuel d'investigation de zone, 6e, des radars et observateurs au sol. Il va sans dire que ces moyens sont opérationnels en temps réel. Par exemple, quant à la détection et le suivi de proximité, voire la capture d'un quelconque objet volant d'origine inconnue, avec ou sans occupant. À noter enfin que les personnels de la brigade de renseignement et de guerre électronique utilisent couramment des jumelles de vision nocturne, nom de code JVN, ce qui leur permet de voir sans être vus et de se déplacer la nuit à bord de véhicules terrestres ou d'hélicoptères évoluant tous feux éteints. Pour en revenir au face-à-face OVNI armée de l'air, celle-ci est loin d'être en reste concernant les moyens rapides d'intervention pour la traque des susdits OVNI. En effet, elle aussi dispose 24 heures sur 24 d'effectifs opérationnels à bref délai, tant dans les airs qu'au sol, s'agissant premièrement des équipages en vol, deuxièmement de la gendarmerie de l'air, troisièmement du groupement des fusiliers commandos de l'air et de ses quelques 60 unités de protection appelées escadrons de protection et d'intervention, quatrièmement de la gendarmerie des transports aériens, cinquièmement du concours éventuel de la PAF, police de l'air et des frontières. Ceci exposé, il est à noter que depuis les années 50, l'armée de l'air a recueilli des dizaines de témoignages de ses personnels, tant au sol qu'en vol, concernant de vrais ovnis. Actuellement, les rapports y afférents sont transmis, mais en partie seulement au CEPRA, service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, si dans les locaux du CNES, Centre national d'études spatiales, à Toulouse, Haute-Garonne. Entre parenthèses, le CEPRA, successeur du GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, est dirigé par l'ingénieur Jean-Jacques Velasco, bien connu en tant qu'adversaire irréductible de la recherche ufologique privée. Faisant fi des états d'âme de l'auteur du bouquin « OVNI, la science avance » et de son faire-valoir Jean-Claude Bourret, se pose maintenant une question d'importance. Oui ou non,
les hauts responsables de notre pays ont-ils conscience de l'existence du phénomène OVNI? À commencer, bien sûr, par le président de la République, qui, de par la Constitution, est le chef suprême des armées. À cette interrogation, il existe un début de réponse concernant François Mitterrand. Pour en juger, il suffit de se reporter à la page 137 de son livre « La paille et le grain », paru en 1975, où il écrit ce qui suit. Je reçois de mon ami Charles S. Une coupure du New York Herald Tribune en date du 16 février 1972. J'apprends ainsi qu'à Scotland Yard, siège fameux de la police londonienne, de nombreuses personnes inquiètes du phénomène ont signalé pendant la dernière grève des mineurs et des électriciens la présence dans le ciel nocturne d'objets étranges et brillants. Un porte-parole officiel a dû rassurer la population. N'appelez peu, a-t-il dit, ce sont les étoiles. Précisément, je participe cet après-midi à la rencontre Socialisme, Sciences et Techniques organisée par le Parti Socialiste. On y entend beaucoup de personnes savantes, tandis qu'elles discutent, débats et serrés passionnants. La nouvelle du Herald Tribune me trotte dans la tête. Je m'interroge sans conclure. Pour apprendre que le ciel est rempli d'étoiles, suffit-il d'éteindre les lumières de la ville? En guise de commentaire, je me contenterai pour ma part de révéler que Charles S. n'est autre que Charles Saltzman, un des plus vieux amis du président, et son conseiller à l'Élysée pour les questions de communication de 1981 à 1989. Par ailleurs, je puis maintenant dévoiler qu'au matin du 18 octobre 1983, j'ai remis à la présidence de la République 2 exemplaires dédicacés du livre de Philippe Schneider, OVNI, premier bilan, destiné l'un à Jacques Attali, l'incontournable conseiller spécial du président, l'autre à François Durand de Gros-Rouve, qui était alors au cœur des affaires élyséennes de renseignement et ne pouvait ignorer qu'un certain petit matin de novembre 1982, un OVNI avait survolé à basse altitude durant près d'un quart d'heure le parc présidentiel. Qui plus est, le commandant militaire du palais, le colonel Dupont, établit un rapport circonstancié décrivant l'aspect et le comportement du gros engin observé, dont un de ces hommes prit un cliché avec un appareil photo à l'infrarouge en raison de l'obscurité de la brume ambiante. J'ajouterai que ce rapport précise que l'engin observé à l'œil nu ne portait aucune marque d'identification et évaluait sans bruit particulier. Venons-en maintenant à la réunion ultra-confidentielle qui eut lieu dans la matinée du 23 avril 1983 dans la salle vidéo du ministère de la Défense à Paris et concernait le sujet OVNI. Dû à l'initiative de Louis Darinaud, député et président de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale, y participèrent côté ufologue Jacques Magnès, fondateur du GAC, Groupement Action et Connaissance, qui était invité en tant que détenteur d'un document australien d'origine censé représenter un OVNI filmé d'un avion en vol. Jean-François Gilles, ici présent, en sa qualité de physicien et d'ufologue, Philippe Schneider, auteur du livre OVNI premier bilan qui venait tout juste de paraître. Côté officiel, outre Louis Darinaud, M. Aumont, député, vice-président de la Commission de la Défense et des Forces armées à l'Assemblée nationale, M. Claude Desgens, chef de cabinet, le colonel Alain Capel, expert-terre, le colonel Chris Lemasson, le capitaine de vaisseau gallois, le lieutenant-colonel Esmalier de l'École supérieure de guerre, quelques représentants du SIRPA, Service d'information et de relations publiques des armées, complétaient l'assistance qui fut très attentive durant la projection du film et les interventions des participants ufologues. À titre d'information complémentaire, côté militaire, je tiens à rappeler ici qu'en 1976, l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale, si dans les locaux de l'école militaire à Paris, a mis sur pied le comité PANI, en clair, phénomènes aériens non identifiés, présidé par le général Jacques Richard du cadre de réserve.
À retenir que parmi la douzaine de membres du SUSDI, anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale, figurait Jules Gruot, actuellement haut fonctionnaire de défense, chargé des affaires spatiales au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à Paris, et, de surcroît, inspecteur général du CNES, Centre national d'études spatiales. Cet ancien élève de l'école polytechnique, promotion 52, fut un chaud partisan de la création du GEPAN et reste très lié avec son ancien responsable, Claude Poher. À noter également qu'un des 3 membres associés du comité Pani n'était autre que le révérend père François Russo de la Compagnie de Jésus, ancien élève de l'X, promotion 29. Ce fut l'un des abonnés à mon bulletin mensuel et confidentiel La vie interplanétaire, publié de janvier 1960 à octobre 1961. À l'issue d'une quinzaine de séances de travail, le comité Pani a élaboré un très intéressant rapport sur le phénomène OVNI, publié pour l'essentiel dans le numéro 11, année 1978, de la revue IHEDN. Ceci dit, sachez qu'en 1988, le président Mitterrand reçut une lettre de René Voirino, responsable du CEOF, Centre d'études OVNI France, ici à Marseille, lettre l'invitant à prendre position sur les révélations d'un ancien pilote d'avion nommé John Lear, qui affirmait que les États-Unis hébergeaient des E.T. à silhouette de rongeurs, les petits gris, et détenaient des vaisseaux spatiaux dans différentes bases secrètes. Ces petits gris enlèveraient et mutileraient les êtres humains en toute impunité, sans que les officiels américains soient en mesure de contrecarrer leurs abominables projets, concluait l'auteur de l'envoi. Si la réponse de l'Élysée, en date du 1er décembre 1988 à cette missive, n'émanait pas du président en personne, ce fut bien en son nom qui répondit son conseiller technique, Jean-Daniel Lévy, présentement directeur général du CNES, Centre national d'études spatiales, et également ancien élève de l'école polytechnique. En voici la teneur. Le président de la République a bien reçu votre lettre du 11 octobre 1988. Il me charge d'en accuser réception. J'ai pris connaissance avec intérêt de votre lettre et de la déclaration de M. John Lear, qui l'accompagne, dans laquelle il rapporte des entretiens entre des entités biologiques extraterrestres et des représentants officiels du gouvernement américain. Je n'ai pas eu connaissance de ces rencontres non plus que des bandes vidéo mentionnées par John Lear. Vous en appelez à une position gouvernementale sur l'existence d'engins et d'entités extraterrestres. Il y a dans la communauté scientifique assez d'esprit libre pour examiner sur le fond vos arguments. Une caution officielle aurait bien un peu d'intérêt pour éclairer l'opinion publique, je vous prie de croire, etc. Pour sa part, Robert Roussel rapporte en page 260 de son récent et très documenté livre « OVNI, les vérités cachées de l'enquête officielle », l'anecdote qui suit. L'un des 3 responsables du GEPAN m'a confié, je tairai son nom sur sa demande, s'est entretenu durant quelques instants avec ce même président de la République. Alors, l'un des 3 responsables dont il s'agit est Jean-Jacques Velasco, et qui donc est responsable du CEPRA, et qui est un vieux militant du Parti socialiste. Alors, je reprends. Au cours de son bref exposé, le scientifique a mentionné l'existence d'un reliquat non négligeable d'observation inexplicable. Inexpliqué, monsieur, rectifia doucement François Mitterrand. Personnellement, ce rectificatif ne m'étonne pas du tout, car je suis très au fait de son comportement dès lors qu'il s'agit d'une affaire relevant de son domaine réservé. De mon côté, je me dois d'exposer brièvement l'essentiel des démarches récemment effectuées auprès des plus hautes autorités françaises et étrangères par M. Claude Chapeau, coordinateur de l'UEC, Union européenne des chercheurs pour le droit de savoir, siégeant à Villeneuve-Loubet, Alpes-Maritimes. En effet,
Question OVNI. L'UEC a adressé le fin février, et continue de le faire, jusque maintenant, une motion signée par 12 ufologues à des personnalités telles Monsieur le Président de la République française, François Mitterrand, Monsieur Philippe Séguin, Président de l'Assemblée nationale, Monsieur François Léotard, Ministre d'État, Ministre de la Défense, etc. Monsieur Claude Chapeau m'a très aimablement communiqué par fax le texte des réponses reçues à ce jour par l'UEC. Je les trouve polis, mais assez banals, en ce sens que n'y figure pas le terme OVNI ou quelque chose de similaire. Exception faite toutefois de la réponse d'Albert II, roi des Belges, dont le défunt frère Baudouin Ier était un fervent astronome amateur doublé d'un passionné d'ufologie. La réponse de celle de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, s'exprimant au nom de la reine Élisabeth II. Par ailleurs, que puis-je dire de plus du fait même qu'en France, par exemple, aucun événement ufologique de grand impact politico-médiatique ne s'est récemment produit pour déclencher des réactions effectives en haut lieu. Cependant, de sources certaines, je sais qu'on est à l'affût au cas où. Ainsi, certains actifs de la recherche ufologique sont-ils l'objet d'une surveillance policière et gendarmesque, et pourquoi pas assumés aussi par quelques visiteurs tombés du ciel? Il est temps maintenant de vous livrer mon opinion sur un fait de la plus haute importance, à savoir que la révélation au grand public de certains aspects du phénomène OVNI susciterait à coup sûr une folle panique à l'échelle de la planète Terre. En voici un exemple particulièrement significatif et d'actualité. Depuis peu, la presse spécialisée, voire même la presse grand public, consacre des articles plus ou moins intéressants aux avions et navires dits furtifs qui sont en service ou en expérimentation dans le monde, tels le Sea Shadow de l'US Navy, invisible au radar jusqu'à 150 mètres, et qui ressemble au bombardier furtif F-117A de l'US Air Force. Alors, rien d'étonnant qu'après les avions et navires furtifs, la US Army a mis au point des structures furtives à assemblage rapide pour réduire les signatures radar des postes vitaux. Or, les spécialistes, tant civils et militaires, savent pertinemment que la furtivité est partie intégrante du phénomène OVNI. Plus encore, il est prouvé que non seulement des objets volants non identifiés, mais encore dans bien des cas, que leurs occupants passent sans coup férir du stade visible à celui de l'invisible et inversement. Voici 3 cas de ce genre survenus en France et choisis du simple fait que je connais les noms et coordonnées exactes des témoins oculaires et ceux des enquêteurs, les ayant interrogés avec soin. Le premier cas eut pour témoin M. Georges Mercier, demeurant à Bouzet, département du Cher, qui, le 25 septembre 1954 à 22h30, se trouvait dans sa vigne, à l'affût pour surprendre les maraudeurs qui, depuis quelques jours, sévissaient dans ce secteur. Soudain, selon son expression, il vit apparaître une masse de feu, d'où descendirent 3 petits êtres. D'un seul coup, tout s'éteignit. Le témoin qui s'était senti paralysé retrouva alors ses sens et s'enfuit. Le second cas est venu dans l'arrière-pays niçois. Affaire d'autant plus passionnante, si véridique, qu'un des occupants de l'OVNI s'est longuement entretenu avec le témoin, et ce, en un français correct. À ce propos, le directeur général de la Gendarmerie nationale française, Patrice Ménial, a récemment déclaré, mais en privé, qu'à ce jour, aucune enquête de gendarmerie n'a concerné ce genre d'affaires. Toutefois, il ne semble pas exclu que des enquêtes en ce sens puissent être menées par des gradés de cette arme ayant le statut d'OPJ, officier de police judiciaire, et autorisés à opérer en civil en vertu de la circulaire DGGN numéro 11900, publiée le 11 mai 1987, sur décision du ministre de la Défense André Giraud, actuellement président du Conseil scientifique de défense et très ouvert quant aux technologies de pointe, fussent-elles d'origine extraterrestre. Ah, j'allais l'oublier.
Concernant la DST, Direction de la sécurité du territoire, son service archive de Boulay-les-Trous dans l'Essonne 91, de même que sa division analyse de Paris, créée en 1992, détiennent quelques rapports sur des cas OVNI émanant surtout de ces enquêteurs de province. Maintenant, soit dit en passant, les fonctionnaires des RG renseignements généraux se bornent, question OVNI, à établir des rapports sur les activités de certains groupements ufologiques de l'Hexagone pouvant interférer sur le plan politique tant national que local. Pour conclure, je déclare tout net, et une fois de plus, que les enquêtes sur les cas de contact présumés relèvent bien plus des techniques judiciaires que de la stricte recherche scientifique. Sur ce, merci de votre attention. Voilà. Cher Président. Merci. Enfin, je ne sais pas comment vous, mais moi, je trouvais ça splendide. C'est vrai. Mais je dois ajouter une chose. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de vous? C'est ça. Rien de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a des questions, nous pouvons répondre à toutes les questions, dans toutes les directions. Oui, s'il vous plaît. Vous avez dit que les ovnis se promènent dans des endroits stratégiques, peu dangereux. Or, malheureusement, en Ukraine, il y a eu Tchernobyl. Est-ce qu'on en a observé là-bas? Beaucoup. Oui, Plusieurs fois. absolument. Plusieurs fois. Et surtout maintenant, quand c'est déserté, il n'y a personne pratiquement, tu peux le dire. Et surtout, comme il a été dit, les ovnis peuvent rester invisibles. Et alors, dans ce cas, c'est encore plus difficile de dire s'il y avait ou s'il n'y avait pas. Ah, voilà. Mais de toute façon, les ovnis sont toujours là-bas. Et ce que je vais ajouter, de temps en temps, et juste dans l'article de Pierre Guérin, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'estime envers cette personne, mais il dit pourquoi, et non seulement lui, plusieurs, pourquoi ces extraterrestres, soi-disant, extraterrestres, arrivent sur la Terre, sur de Jacques Vallée, pour ramasser des cailloux, pour ramasser des spécimens, de bêtises, je ne sais pas. Mais qui sait, comment nous pouvons savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Prenez par exemple une route à grande circulation de camions. Combien d'essence? Combien de vapeur? Combien de gasoil? Tout est infecté. Et les arbres qui sont autour, vous les voyez que les arbres meurent. J'ai vu ça à Moscou. Donc, si vous avez un appareil de mesure pour mesurer les changements dans des cellules de ces feuilles, si vous avez un appareil assez sophistiqué pour cela, on peut mesurer les changements chaque minute, mais nous ne pouvons pas. Nous faisons la radio une fois par an, la prise de sang une fois par an, mais il faut avoir vraiment des appareils de mesure si précis qu'on puisse constater les changements qui se produisent à chaque instant. Qui le sait? Juste il y a le vent de la mer et tout change. Donc je pense que c'est pareil avec ça. Mais d'ailleurs en Russie, nous n'avons pas constaté de ce ramassage de cailloux, par exemple. Donc s'ils ramassent, c'est pas à Moscou, c'est pas devant ma maison. Je ne sais pas. Donc qui sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas? Oui? D'après vous, comment les ovnis s'y prendraient pour adresser un message à notre humanité? Mais dites s'il vous plaît, et pourquoi il faut qu'ils adressent un message? C'est ça le problème. À l'humanité, faut dire quoi? Bonjour, nous sommes là, coucou? Non, il n'y a rien à dire. Voilà, donc tout dépend du niveau de notre développement intellectuel. Qu'est-ce que notre tête? 13 millions de neurones, ou 15 millions de neurones, comment les compter? Qui sait? À peu près. Alors, on dit que de 2 à 8% fonctionne. Et le reste, hibernation. Alors, si par exemple, vous avez 8 qui fonctionnent, et moi,
j'ai seulement 2%, on trouve quand même les sujets qui pourraient nous intéresser. Et supposons un autre cas. Vous avez 25 qui fonctionnent, et moi toujours même 2 ou 3. Est-ce que je suis intéressant à vous? Non? Rien à dire. Et si vous avez une centaine qui marchent à pleine vitesse, alors mais qui peut le plus, le moins? Alors, pardon, Est-ce que les je ovnis- pense en quelques lignes, vous apportez, sinon mon point de vue, mais du moins ce qui apparaît comme évident. Bon. Alors, avant d'aborder le sujet, ancrez-vous bien dans l'esprit que leurs interventions terrestres s'exercent plus que jamais de manière furtive. Ceci tient au fait que les risques de capture de leurs engins, voire de leurs personnes, s'accroissent singulièrement, ainsi que je vous en ai parlé durant mon exposé. Alors par exemple, tenez, c'est un texte un peu confidentiel, là. Alors, un exemple, à l'échelon européen, celui-là, le groupe FIE, France, Italie, Espagne, qui réunit l'arme des carabiniers, la garde civile et la gendarmerie française, met en commun les expériences acquises dans différents domaines et pourrait, si besoin, se montrer fort efficace dans la traque ovni occupant, tant sur terre que sur mer et dans les airs. voilà. On a un exemple. Alors mettez-vous à leur place. Alors, les cas que je connais, près de Moscou, au nord de Moscou, ils montrent ces cas, que ceux qui arrivent prennent toujours leurs précautions, en sachant comment nous sommes. Tout d'abord, on casse la figure et puis on dit bonjour. Encore si on dit bonjour, je ne sais pas. Mais là, il y a un cas quand le témoin a vu l'apparition de 2 personnages. Tout d'abord, il y a un ovni qui s'immobilise à 3 mètres du sol et deux personnes de ma taille arrivent sur le sol. Comment? Il n'a pas saisi, c'était très vite. Et puis, il y a cette conversation en russe, parce que pour chacun, c'est sa langue Oui, natale. absolument. Parce que si cela passe par la télépathie, alors automatiquement, c'est non pas par les mots, mais par les images, par les formes. Maison, c'est toujours maison, la mer, c'est toujours la mer, etc. Bon. Et alors là, toujours, ils gardaient la distance. Ils étaient un avant, l'autre derrière, devant, derrière, et lui au milieu, mais jamais plus près de 4 mètres. Toujours. Seulement quand on était à la maison, la distance était plus petite. Mais quand même toujours une distance. Mais ce qui est intéressant, lui, il entre le premier, puis les deux le suivent, mais la porte se ferme automatiquement. Là aussi, il y a un ressort, parce que vous savez, chez nous, il fait froid. Partout, il y a des ressorts. Et alors, voilà, quand tous sont partis, quand tout a été fini, il a constaté que la porte a été bloquée à l'aide d'un morceau de bois. Or, il n'a rien fait. Donc, toujours, il conserve la possibilité de voir ce qui se passe autour. Toujours, il y a la distance de sécurité. Et toujours, il y a la possibilité de prendre des mesures tout de suite. Alors, par exemple, un point précis, bon, et qui a concerné une affaire à laquelle j'étais relativement mêlé, un point précis. Bon. Alors, qui est le suivant. Au cours de cette enquête, on a su que les engins repartent souvent à vide après débarquement du ou des occupants. Que les contacts s'effectuent toujours à sens unique et de manière inopinée, avec apparemment impossibilité d'opérer en sens contraire pour les contacter. Alors, il y a d'autres paragraphes, mais enfin, je ne peux pas évoquer. Mais enfin, c'est juste parce que moi, disons, j'ai été en Afrique équatoriale. J'ai été dans un village de pygmées. Je les ai vus. Alors, il y a contact, il n'y en a pas. Pour moi, c'était le contact. Pour moi. Et pour eux, il n'y avait rien. Un blanc, stupide, est venu avec sa voiture, il a fait beaucoup de poussière. Il est reparti. Mais moi,
après avoir quitté ce village, j'ai surveillé avec des jumelles. J'ai vu ce qu'ils faisaient. Mais j'étais invisible pour eux. Alors on peut nous suivre sans se manifester. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, ce serait intelligent pour une intelligence. Voilà. Voilà. Et c'est ce qui explique que on a des certitudes quant à la présence d'êtres parmi notre société, notamment ceux du type 1, et alors, mais leur présence n'est pas fonction obligatoirement de la présence d'ovnis dans le ciel. Exactement. Et oui, Ouais. voilà, vous pouvez débarquer, vous avez bien des commandos parachutistes qui se livrent à des opérations de nuit, qui débarquent et puis ensuite sont récupérés par des hélicoptères d'une manière ponctuelle à l'aide de balises. Oui. Justement, le cas que nous cherchons dans deux documents du KGB, et le document qui n'y est plus, qui n'y est pas pour le moment, là il s'agit d'une sentinelle qui, après avoir crié plusieurs fois stop, qui est là, alors il a commencé à tirer. Et il voyait que les balles ne faisaient rien. Et il a eu peur, il a jeté son fusil, il est parti, et il a passé un certain moment dans un asile de Psychiatrique. psychiatrique. Voilà. Et je le comprends d'ailleurs, hein. Si vous me demandez, ou si on demande à notre ami, alors vous voulez, vous, participer dans ce contact? Je ne sais pas, je ne voudrais pas, je ne sais pas quelles séquelles, quelles conséquences ça peut produire sur la santé. Nous voulons étudier, mais pour me présenter, pour que je sois terminé dans quelques mois, à quoi ça Il faut aborder avec grande prudence les enquêtes concernant les rencontres rapprochées. Oui, oui, oui. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Parce que, vous savez, nous ne voulons pas être ridiculisés. Nous voulons étudier. Nous voulons faire quelque chose de valable. On va essayer et j'espère qu'on va arriver. Nous voulons poser la question sur les rails scientifiques et vous avez été justement témoin de cet essai et je pense que cet essai a été une grande réussite. Madame me posait une Non, question. non. Oui, Vous dites qu'il débarque de ces Oui. seconds volants et que l'engin repart. Ah, dans certains cas, ai-je bien précisé. Que Hein. devient-il? Pardon? Que deviennent-ils? Eh bien, Ils font ce qu'ils doivent ils faire. font ce qu'ils doivent faire sur Terre. Ils exercent leurs activités terriennes. Je ne vais pas vous en dresser la liste ici ce soir. Non. Même, vous savez, donc, j'ai été Il y en a maintenant... parmi nous, effectivement. Comment survivent-ils? Ah, ça, c'est leur problème. Oui, oui. Alors, vous voulez un scoop? Y a-t-il un journaliste dans la salle? Y a-t-il un journaliste dans la salle? Eh bien, je vais vous répondre, madame. Un document classifié daté du 13 avril 1994, émanant de l'OIS-ISO, révèle sur 8 pages que ceux du type 1 éprouveraient actuellement quelques difficultés question manipulation financière. En effet, la clandestinité en société coûte cher, très cher. Or, les contrôles des flux financiers occultes se resserrent en sorte qu'augmentent les risques de se faire épingler, même s'agissant d'êtres faits de chair et d'os, capables de se dématérialiser, du moins à nos yeux. Alors, à titre d'exemple, le FinCEN, le service américain du renseignement financier, procède désormais à des enquêtes approfondies, non seulement quant au rapport obligatoire pour les dépôts de plus de 10 000 $, mais aussi pour ceux de plus de 3 000 $ jugés suspects. Oui. Voilà. Une réponse partielle. Et puis, alors, si quelqu'un est sorti, il peut repartir ce soir, qui sait? Ben voilà. Alors, ce n'est pas le problème d'aller chercher une chambre à l'hôtel. Non, bien sûr. Mais que de l'autre côté de la barricade, j'exprime dans ce texte, par contre, ô ironie du sort, la plupart des privés n'ont pas un instant conscience qu'ils peuvent être, ou sont pour certains actifs, dans le collimateur de leur gibier.
En voici un exemple très significatif, bien qu'ancien. En 1957, lors de la première phase de l'enquête Vorus-Grenet, qui n'a jamais été publiée, qui n'est pas près de l'être, quelques indices laissèrent à penser qu'il existait un vecteur d'infiltration a priori non identifiable dans les activités du groupe privé, alors le plus important en France, à savoir la CIEO, Commission internationale d'enquête Ouranos, dirigée par Marc Thirouin. Je me rendis donc à Chartres, Eure-et-Loir, où il demeurait alors, pour tenter d'en savoir plus. Mais, hélas, j'essuyais de sa part un refus catégorique quant à la consultation sur place, et même sans prendre de note, de son fichier d'adhérents et d'abonnés. Celui-ci arguant que cela pourrait profiter à Dieu sait qui. Fermez le banc. Voilà. Voilà. Oui, oui, je vous écoute. Je voudrais savoir un petit peu par rapport à ces ovnis qui sont observés au-dessus de sites stratégiques tels que nucléaires. Est-ce qu'ils observeraient par rapport à nous ou par rapport à eux? C'est-à-dire par rapport à nous. C'est-à-dire par rapport à nous et à ce que nous faisons, ou par rapport à eux et les risques potentiels qu'il pourrait éventuellement y avoir? Mais à l'état actuel des choses, et étant donné leur capacité, je ne vois pas de risque, mais du point du développement d'une civilisation, ce serait intéressant de savoir quelles seront les suites, quels seront les pas entrepris par cette civilisation. Mais tout d'abord, du point de vue scientifique, est-ce que ce n'est pas intéressant de savoir ce qu'on fait ici? Alors je dis, hein, si vous avez par exemple, enfin je n'irai pas à dire 2000, qui sait? Supposons qu'il y ait une centaine de planètes habitées. Et nous, vous et moi, on est des extraterrestres d'une civilisation bien forte. Est-ce que ce n'est pas intéressant de voir numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, raté, 5, c'est bon, progresser, ça va. 6, ça donne rien. Comme nous suivons un peu des indigènes en Australie. C'est aussi intéressant. Est-ce qu'on les observe pour leur donner des médicaments? Pas du tout. Ils meurent. Vous prenez par exemple la sécheresse au Kenya et en Tanzanie, il y a une dizaine d'années de cela. On discutait, c'était intéressant. Est-ce qu'il fallait leur apporter de l'eau ou de la nourriture, ou il fallait laisser comme ça? Et alors après, on a pris la décision brutale, mais peut-être normale. On a laissé les choses telles qu'elles étaient. Il y avait beaucoup de morts parmi les éléphants, pauvres éléphants, beaucoup, mais petit à petit, ils ont repris. Et la nature a reconstitué le nombre qui était avant. Donc c'est intéressant du point de vue de la science, mais c'est triste du point de vue de cet éléphant qui meurt. Vous dites qu'il y a une personne qui a été contactée, qui a eu un entretien à Deauville français. Absolument. L'enquête est en cours de vérification. Et j'y participe. Est-ce qu'on a eu la teneur de cet entretien? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oui, mais c'est justement la teneur de cet entretien que je vais vérifier par moi-même en compagnie de spécialistes musclés. Parce que certaines personnes qui ont raconté, ça fouille un peu farfelu. Oui, mais madame, vous avez raison de poser cette question. Bon, je suis documentaliste expert et je vais jusqu'au fond des choses. Si un cas se révèle inexact, je le dis et je le confirme même par écrit. Mais en l'occurrence, pour l'heure, les éléments jusqu'à présent réunis, très précis, tentent à penser qu'il s'agit d'un réel cas de contact, Et moi, c'est pareil. Je vais mentionner seulement 2 cas de contact. Dans le premier, il s'agissait des incisions. Donc ça, moi, j'ai vu. Et ce qui est intéressant, depuis ce moment, il a un tic dans cette partie de temps en temps. Vous savez, il y a un tic comme... c'est un phénomène nerveux quand vous avez les yeux qui... il y a tel que notre vénéré président. Voilà. Bon, et l'autre cas, ici au moins je peux contrôler ça. Dans l'autre cas, où il y avait 2, et quand il y avait toujours cette distance de 4 mètres, quel était le moment de vérification? La base aérienne, qui n'était pas très loin de cet endroit, a envoyé 2 intercepteurs.
Lui, il a dit ça, que c'était disparu après le bruit des avions. Mais, un peu avant les bruits des avions. On a fait l'enquête, c'était la confirmation. On a constaté quelque chose sur les radars, et puis donc après, on n'a rien trouvé. Sinon, si c'est pas comme ça, je parle pas. Donc je vous ai donné 2 cas où il y a quelque chose pour continuer. Si ce n'est pas vrai, je serai le premier à crier sur le toit que c'était du bidon. Voilà. La question des incisions. Oui. Pourquoi incision? Je vous dirai, c'est une question très délicate dans cette salle actuellement, mais je vous dirai, j'ai l'impression que si on vous fait une incision, c'est pas pour passer le temps. Donc il faut faire quelque chose. Je pense que quand on parle, comme maintenant aux États-Unis, des implants, des choses introduites dans les narines, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un morceau de métal que je vais traduire, je vais introduire dans votre narine après avoir passé toutes ces distances? Non. À ce niveau-là des choses, je pense qu'une incision, qu'une petite goutte de quelque chose, et déjà, vous êtes à la maison pour toute la vie. Je peux vous suivre. Comment on fait pour des éléphants? Qu'est-ce qu'on fait pour des éléphants? On tire, on assomme un éléphant, l'éléphant tombe, on lui accroche ici un émetteur, et depuis ce moment, il se promène et on sait, voilà, à prévoir, voilà, il dort, voilà, il fait ça, il fait ça. Donc il suffit à l'état développé d'une science de mettre une goutte pour savoir ce que vous faites. Ça ne va pas vous déranger. Mais l'essentiel, c'est que vous restiez. Que vous restiez fort mentalement. Sinon, on peut lâcher et alors c'est... Est-ce qu'ils peuvent vous contacter par télépathie? Puisqu'on parle toujours que le dialogue était mené dans la langue nationale. Oui. C'est bien ça. Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'affaire Roumeau. Avec l'affaire Roumeau, je pense que... Attendez, je n'ai pas fini. Oui. Et notamment le dernier ouvrage de Renaud Marie qui fait tout reposer sur le KGB. Exactement. Et dans mon ouvrage qui n'est pas publié, le problème sera terminé. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous trouvez le premier numéro de La Phénoména, là aussi il y a un point. C'est Peña, qui était à l'origine de tout ça, il a avoué. Maintenant, je n'irai pas plus loin, je ne sais pas qui a organisé ça. Il faut chercher. Mais déjà, on sait que Peña, qui a fait ça et ça et ça, il a avoué. Le reste, c'est pour Renaud Marie. Je regrette parce que dans le livre, dans ce petit livre que vous avez ici, je critique, je crois. Non, c'était l'autre chose, non, pas ici. Mais quand même, je l'ai critiqué sévèrement, mais je regrette. Peut-être un jour, Renaud Marie et moi, on se retrouvera d'un côté de la barricade et on va continuer le travail ensemble. Mais pour le moment, je ne comprends pas. Vous savez, il y a beaucoup de journalistes en masse de copies qui sont contents de n'importe quoi pour pomper de l'air. Mais sur l'affaire, qu'est-ce que vous en pensez? Sur l'affaire Sur l'affaire Roumeau, proprement dite, qu'est-ce que vous en pensez? proprement dite, je pense que... Enfin, je dis, hein, c'était un truc monté. Et il ne fallait pas aller très loin, il fallait chercher ces châteaux en Espagne et pas à Moscou. Madame, elle veut poser une question. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a déjà eu des crashs d'OVNI en France En France, ou ailleurs Non, alors, ça, c'est un point précis, parce qu'il y a des rumeurs qui courent avec relativement insistance afférent à des crashs en France. Et puis vous certifiez que si ça s'était produit, ce n'est pas que j'aurais été obligatoirement au courant, mais il n'y a pas eu de crash. Alors moi, malgré tout, on peut dire beaucoup de choses sur la Russie, et je peux vous certifier qu'il n'y avait pas de crash en URSS. Oui. 2 fois ou 3 fois, même plusieurs, je connais ce type. Maintenant, je sais que... Alors on peut dire, parce qu'il ne plus. J'ai parlé avec l'adjoint de Khrushchev, le président tout-puissant du KGB, en privé. Il voulait savoir sur les ovnis. Lui, alors c'était un général qui était chef de département. Maintenant, il ne plus. Mais il était le dernier adjoint du dernier chef du KGB, Bakatin. Ah oui. Avant la révolution, avant... voilà. Donc, je les connais. Maintenant, à mon retour, je dois les contacter. Mais plusieurs fois,
on se rencontrait pour parler. J'ai eu le privilège de lui poser la question, par exemple, est-ce que c'est vrai que le 19 mars, là et là, est-ce que c'était vrai? Il disait non, oui, c'est déjà beaucoup. Je ne pouvais pas demander plus, oui, c'était déjà beaucoup. Mais je savais qu'il était intéressé dans les problèmes. Et je sais, enfin, on peut me croire ou ne pas me croire, il y a des gens qui ne voudraient pas me croire parce que c'est justement le fait de crash qui constitue leur sujet de leur livre et de tout ça. Bon. En Russie, il n'y en a pas. Je regrette. Mais par contre, il y a beaucoup d'informations, plusieurs. Et j'en vais parler aussi dans mon livre parce que vous savez, est-ce qu'un crash n'est pas suffisant à nous? Est-ce qu'un crash, un seul, oui, oui. Est-ce qu'un doigt d'un extraterrestre n'est pas suffisant? Bien sûr. Mais bien sûr. Mais quand vous avez beaucoup de crash, quand sous chaque arbre il y a des cadavres, alors là tout le monde rit. Et voilà, les problèmes s'écroulent. Vous savez, il y a deux façons de passer sous secret l'affaire. La première façon, c'est le secret, la censure. La deuxième façon, c'est ridiculiser. Oui. Ridiculiser tout ce qu'il y a. Et vous aurez toujours le même phénomène. Les gens sérieux ne vont pas croire. Alors, concernant les États-Unis, alors là, le problème s'oppose quelque peu différemment, parce que, et bon, je le déplore, mais que pour l'heure, je n'ai pas accès aux sources documentaires du Pentagone qui ouvriraient le coffre. J'ai parlé à Stanton Friedman, il n'y a pas longtemps, à Saint-Marin. Alors, il insiste toujours sur le cas de Roswell. Il pense que cette histoire avec la signature truquée, tout a été fait pour dévier l'attention du public. Tout a été fait. Il continue toujours ce travail. Là, il insiste. Bon. Vous savez, le problème, il faut constituer un collège visible. Jacques Vallée a parlé d'un collège invisible. C'est passé, c'est périmé. Il faut avoir un collège visible. Il faut que je sache. François Coutin, il a dit ça, je dois croire. Je ne peux pas courir contrôler tout le monde. Il faut que je sache, voilà, lui, il a enquêté, il a dit ça, je dois lui croire. Sinon, impossible. Si tous vont courir pour contrôler, non. Il faut avoir... Je suis d'accord, qu'il y ait seulement 5 personnes, ça ne me dérange pas. Il faut avoir des sources d'informations primaires crédibles. Non seulement crédibles, mais vérifiées. Voilà. Il faut vérifier la source. Par exemple, en ce moment, il y a une affaire sur laquelle je me pense, c'est un crash d'OVNI dans le désert de Gobi. Et j'attends certaines informations, pas du tout du côté de Chibo, mais que du côté de l'entourage du président de l'Assemblée nationale de Chine, qui est en même temps le responsable des services secrets chinois. Vous dites? Oui, il y a une cassette vidéo qui est disponible en grande surface sur les OVNI. Il est dit qu'en Afrique du Sud, en 1989, il y aurait eu un crash et deux occupants. Donc cette information a été présentée en Allemagne au cours d'un congrès, et puis on a cherché, on n'a rien trouvé. D'abord, pour savoir, pour mettre une installation laser sur un avion, ce n'est pas un problème si facile. Vous savez, on arrivera un jour à faire des choses formidables. Mais pour cette année-là, justement, c'était un grand problème. On travaille toujours. On aurait capturé deux occupants. Moi, je rapporte ce cas à cette triste liste où il y a des inventions pour dérouter l'attention de la communauté scientifique. Parce que là, on parlait des choses, juste l'insigne sur le vaisseau, qui était le même de Socorro aux États-Unis. Oui. Parfois, vous savez, on essaie de jeter des ponts pour faire plus solide l'observation. Mais parfois, justement, cette solidification amène à l'écroulement total de toute l'affaire. Prenez le cas de Voronej. On a parlé beaucoup. Même on a dessiné le symbole des humides de cette histoire. Mais le cas de Voronej n'existe pas, je regrette. Quand Jacques Vallée et Martin Castello étaient à Moscou, j'étais avec eux. J'étais présent pendant l'interrogation des gens de Voronej. J'ai vu tous les films, c'était clair. C'était clair. Les gens ont dépassé la dose un peu, ont dépassé la dose. Ils voulaient vendre leur histoire. Ils voulaient parler de Shambhala, de
des occultismes, de tout à la fois, sans savoir ce qu'on pouvait vendre en Occident. Ils ont tout ramassé. Alors il y a beaucoup de problèmes miraculeux, disons comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si ça sonne comme ça en français, Poltergeist. Oui. Ça sonne, oui, voilà. Bon, maintenant, en Russie, il y a aussi des livres où on essaie de réunir tout ça. Moi, j'ai peur, j'ai dit, écoutez, mettez Poltergeist à part, les ovnis à part, parapsychologie à part, étudions les choses à part. Parce que si on les réunit, et si quelque chose s'écroule, tout s'écroule. C'est ça. Et comme ça, étudions les choses. Si c'est lié, je serai très content. Sinon, je serai très content aussi. Parce que nous cherchons la vérité et non pas un passe-temps. Un passe-temps. Ouais. Moi, je voudrais savoir si les ovnis ont des lieux d'évolution particuliers, au-dessus de la Russie, et si les ovnis se sont manifestés depuis 2 ans au-dessus des champs de bataille de la Yougoslavie, par exemple. Est-ce qu'on en a constaté? Pour les champs de bataille en Yougoslavie, je ne suis pas au courant, mais dans mon livre, je parlerai des cas, des observations des ovnis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y avait. Et justement, après cette incrudescence des armes, de tout ça, que nous avons constaté leur présence. Avant, elle était, mais plus discrète. Oui. Pas au courant, plus discrète. Et sur le front russe, durant la guerre 14-18, il y a eu des observations. Aussi. Mais ce qui est maintenant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est mieux de tout documenté. Ah oui. Même par un Allemand qui était là-bas. Au retour... Il y en a eu au-dessus de la Norvège aussi, il n'y a pas des pilotes, même pilotes. Oui, mais il y en a beaucoup. Mais pour le film, vous avez... Oui. Mais il y a non seulement le film que vous avez vu, mais personnellement, j'ai visionné 2 films américains extraordinairement intéressants, et l'un pris par un caméraman de l'armée de terre américaine, du US Army, et puis alors l'autre pris de nuit, mais qui est moins significatif. Je vais tenter de récupérer les 2 films. Tiens. Sans parler des séquences, sans parler du film pris par Audrine, près de la Lune. Là, vous voyez De Gaulle qui manœuvre, qui change, la distance change toujours, vous les voyez. Oui. Et moi, je n'ai pas de film, mais j'ai toutes les séquences pratiquement chez moi, à la maison. Et c'est pas d'une maison privée, c'est de la NASA. Donc chaque cadre est numéroté, vous savez que c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça. C'est comme les observations d'OVNI au-dessus du site d'essai nucléaire de Colombéchard. À l'état-major de l'air, j'ai eu entre les mains une série de photos présentant un OVNI en vol. Pas truqué, alors là, tu dois le dire, prise au théodolite. D'ailleurs, hier j'ai vu à la télévision le retour de 11 otages, et on parlait de cette base, de la Koublé. C'est de là qu'il y avait aussi des photos prises par des aviateurs, oui. À l'époque. Et Villacoublay est un centre important, ne serait-ce que sur le plan des transports aériens, puisque vous avez entre autres le GLAM, les avions du GLAM qui sont stationnés. Voilà. Si vous plaît, tout à l'heure, vous avez évoqué l'affaire Humeau, vous avez précisé que c'est une affaire bidon, ça n'existe pas. Ça a été inventé. Non, la Terre existe. L'affaire existe. L'affaire existe, mais elle est construite artificiellement. Ah oui, c'est-à-dire, au départ, les humeaux, en tant qu'extraterrestres, n'existent pas. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des preuves que ça a été inventé, tout ça? Ça a été inventé, donc le type, si vous êtes au courant un peu de cette histoire, là, il y a tout un scénario. Et un certain Peña, qui était à l'origine de toutes les observations, qui a signalé les photos, ces fameuses photos avec leur symbole, qui a tout fait. Il a avoué d'avoir écrit les lettres. Mais je vous conseille, c'est le numéro de la Phénoména, janvier-février. Là, on en parle. Comment ça s'appelle? Phénoména. Mais c'est un démenti qui ne porte que sur le cas espagnol. Il y a un corpus considérable de faits français sur lequel M. Renaud Marie n'a absolument pas même effleuré la question. Voilà, et puis la revue Phénoménal n'est pas une référence, c'est surtout des bunkers, des informateurs.
Parce qu'actuellement, il est à noter qu'il y a un schisme entre Antonio Ribera et M. Fariols. Et M. Fariols, justement, on lui a demandé si cette lettre d'aveu, on pouvait la publier. Et M. Fariols nous a bien dit de ne pas la publier. Alors il y a des disputes déjà entre les hommes qui sont les différents protagonistes de cette affaire. On ne sait pas pour quelle raison. Et je crois que Ronan Luis Peña, je pense qu'il veuille qu'on le laisse tranquille. Et il faut attendre l'avenir. Et on serait très surpris que dans l'avenir, il y ait une autre lettre humide qui arrive. Alors pardon, j'ai vu à Saint-Marin, Xavier, c'est un Espagnol, et il a parlé, si vous ne voulez pas que je parle de la phénoménale, alors je peux parler de l'Espagne, c'était la même chose. Il a confirmé la même chose. Bien, alors ce que je pense, il y a une affaire, elle dure. Il faut chercher des gens qui sont derrière. On dit chercher la femme, et ici on cherche l'homme. Il y avait beaucoup d'hommes qui ont beaucoup gagné, en faisant des livres, en parlant toujours, partout. Mais c'est une affaire qui, à vrai dire, voilà même, si tu ne veux pas parler, que je dise au moins quelque chose. Voilà un ami qui, enfin quelqu'un de votre groupe, a envoyé une lettre à l'Académie des sciences à Moscou pour demander des renseignements sur l'affaire Humo. On a reçu la réponse. Le type, ce Platov, qui était chargé de tous les travaux sur les ovnis, il ne connaît même pas le mot Humo. Il a écrit Humno. Il a changé de... C'est tout à fait étranger pour lui. On ne connaît pas cette affaire en URSS. Ici, vous pensez que c'est quelque chose que pour le monde entier? Non. Chez nous, je pose la question à n'importe qui, on ne répond pas. Tout d'abord, ce n'est pas la peine de poser des questions à n'importe qui, parce que n'importe qui n'est pas au courant. Donc, d'accord. Mais même si on choisit des gens, une dizaine, ils ne sont pas au courant. Tous les livres sont en espagnol ou en français, ou en italien, je ne sais pas s'il y a traduit en italien, peut-être. On n'est pas au courant de cette affaire. On s'émerveille, en France on parle très bien. Nous sommes contents pour vous. Monsieur Coutin, vous avez parlé de... D'ailleurs, pardon, un petit moment. D'ailleurs, pardon, voilà, sous le poids de tout ce que vous venez de dire, l'affaire Humo, c'est rien. Zéro. Oui. Zéro. Vous voyez, hein? À côté du reste. C'est insignifiant. C'est insignifiant sous le poids des déclarations des militaires russes. Ça vaut rien. Un copec, même pas. Inflation totale. Et du côté des militaires français, je vous garantis que ça se remue singulièrement. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'heure, mais il y a eu tout récemment une réunion à Paris réunissant que des militaires de haut rang, des politiques, et il y avait entre autres Jean-Jacques Velasco, bon, entre autres. Et donc il se penche avec grande attention sur le problème. Monsieur Coutin, vous avez évoqué un moment là, le problème de clandestins, qu'il pourrait y avoir des actes clandestins, disons, dans le monde, et notamment en France. Est-ce que vous avez eu des éléments qui pourraient éventuellement corroborer cette hypothèse? Oui, mais pour l'heure, je vous dis, j'ai été imbriqué entre autres, dans une enquête, une affaire qui s'est produite en France, mais pour l'heure, pour des raisons qui me sont personnelles, ainsi que pour d'autres, il n'est pas question d'en dire plus. Parce que encore une fois, que vous venez d'ailleurs sur Terre, j'ai mieux vous dire que vous risquez plutôt d'être charcuté, décortiqué, torturé qu'autre chose. Voilà. Alors attention, de l'autre côté de la barricade, ce ne sont pas, selon les informations recueillies, ce ne sont pas des anges non plus. Du tout. Hein. Ainsi pourrait-on parler d'un certain dossier OVNI, quand je dis d'un dossier précis, auquel n'a pas eu accès Jean-Claude Bourret, le grand ami de la recherche ufologique et financière, pardon. Enfin, là, c'est une petite pique, je me dois être objectif, mais enfin, on peut transgresser un peu la barrière. Alors, où en étais-je, là? Où en étais-je? Dans les cas... Oui, un gendarme. Ça se passait en 1951, bon, dans un département du centre de la France.
Ce gendarme reçoit un coup de téléphone, la brigade reçoit un appel téléphonique d'infirmier et qui dit à la brigade de gendarmerie, il y a, dans mon champ de pommes de terre, un drôle d'engin phosphorescent, ça va abîmer mes plants de pommes de terre, il faudrait que vous veniez voir. Bon. Et alors, l'adjudant, commandant, non, le brigadier commandant cette petite brigade de gendarmerie envoie un de ses hommes à bicyclette. Alors, il le voit partir, 3 heures se passent, le gendarme, son subordonné, ne revient toujours pas. Alors, il s'en inquiète, et donc téléphone au fermier. C'est un fermier assez conséquent, qu'il avait le téléphone, entre autres, et alors, dites donc, mais votre gendarme, je ne sais pas où il est, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que l'engin est parti, comme ça mon champ de pommes de terre, là, il n'y a pas eu de dégâts. Et alors, on a retrouvé ultérieurement, après enquête, la bicyclette, on n'a jamais revu le gendarme. Voilà. Et vous tenez des propos très inquiétants, Mais c'est pourquoi je vous dis qu'il y a certains aspects du phénomène OVNI dont on ne peut pas tellement informer le public. Mais alors, inquiétant ou pas, mais... Inquiétant ou pas, c'est voilà. Songez donc à Scotland Yard. Bon. Il y a, je suis assez au courant de l'affaire, et il y a, sur le plan statistique, 2030 disparitions par an qui sont totalement inexpliquées. Je vous prie de croire que les limiers de Scotland Yard valent les nôtres. Hein? Totalement inexpliquées. Voilà. Mais en même temps, je peux vous dire qu'à Moscou actuellement, dans des morgues, c'est morgues, dans des morgues, il y a 9000 corps qu'on ne veut pas retirer parce que c'est ni identifié, ni sans document. Oui. Et alors, ça traîne toujours 9000. Donc j'ai peur que peut-être en Angleterre c'est pareil. Hein. Je suis moins... je suis plus sceptique ici, vous savez, je ne peux pas dire. Mais j'accepte en même temps la disparition des humains. Je ne sais pas comment dire. Mais remarquez, c'est peut-être les Anglais qui sont en Russie. Ah non, pas du tout. Non, mais le point... J'aime votre approche. Moi, vous savez, quand j'ai l'affaire avec les ovnis, je dois avoir une aiguille pour m'impliquer toujours, pour rester toujours... Entre autres, sans aller si loin en France, bon, je suis au courant d'une enquête qui a été menée à propos de l'enlèvement d'un ingénieur dans le secteur de Draguignan. Vous voyez, c'est pas tellement loin d'ici. Hein, et alors que sa disparition a coïncidé tout à fait avec une observation d'OVNI par plusieurs témoins. Et on ne l'a jamais retrouvé. Il n'avait aucune raison de faire une fugue, aucune raison de se suicider ou autre. Voilà. On ne l'a jamais retrouvé. Alors, en ce qui concerne les gens qui sont enlevés ensuite qui reviennent, alors là, c'est tout à fait... ce n'est pas différent, mais enfin, c'est à superviser de près, là, les enlevés puis qui reviennent. Et oui, il y en a, certainement. Mais ce qui est un peu inquiétant, hein, ce sont des gens qui sont enlevés et qu'on ne voit pas reparaître. Mais voilà, si les gens sont enlevés et qu'on ne voit pas réapparaître, comment nous pouvons être sûrs que ces gens sont enlevés par les ovnis? Ah oui, mais attendez, non, mais dans l'affaire, l'affaire près de Draguignan, c'est qu'il y a notamment le chef de la section du Parti communiste local. Voilà. Et je vous prie de croire qu'il y avait 40 ans de parti derrière lui, que je sache, hein, au comité central du Parti communiste pour ce genre d'affaires, on ne plaisante pas. Hein. Il ne s'agit pas de raconter l'histoire. Hein. Eh bien, si vous voulez une histoire, voilà une histoire. J'ai été au Congo. Dans le livre, je mets le coin, un pays équatorial. C'était au Congo. En 72, je suis allé voir le dernier éléphant. Il y en avait 5. Le 4 ont été tués, donc il n'y avait qu'un seul. 2 jours avant mon arrivée, on l'a eu aussi, à cause des défenses.
Quand même, je suis arrivé, c'est très loin, dans la brousse, et il y a une falaise, un petit plateau, la plaine, et il y a une rivière. La baignade de Nambouli, ça s'appelle. Donc, un abreuvoir pour plusieurs animaux. Et comme l'éléphant était tué, j'ai vu seulement son corps gisant dans la rivière sans défense. Et la nuit, je parlais avec le garde champêtre et son camarade qui a fait 7 classes d'école. Quand même, pour le Congo, c'est pas mal, 7 classes d'école. Et la lune était pleine, très intéressante, une grande, énorme lune. Alors je pose la question pour savoir, est-ce que vous savez que les Américains ont été sur la Lune? Mais oui, il répond que oui. Armstrong, Aldrin, il dit même la date, 69. Formidable, je suis content. On discute des problèmes techniques, de l'arrimage, de tout ça. Puis le temps passe et ils me posent c'est pas la question. Ils disent, mais nous ne savons pas s'ils ont trouvé cette femme. Mais quelle femme? Il y a un petit moment, on parlait sérieusement. Quelle femme sur la Lune? Comment? Vous ne savez pas? Et il y avait une condescendance dans ce qu'il disait, parce qu'un Européen qui paraît tout savoir, et voilà, une lacune, il ne sait pas de choses importantes. Et voilà, quelle femme? Il y avait une femme qui travaillait dans son potager les jours quand le sorcier défendait. Les sorciers existent partout en Afrique. Le sorcier ne voulait pas, elle travaillait. Alors il a dit, tu recommences, je t'envoie sur la Lune. Elle a recommencé et elle a disparu. Et tous les villages voisins pensent qu'elle est sur la Lune. Alors à ce moment, j'ai été content, j'ai pensé, voilà, je le tiens, le sorcier. Je leur ai dit, écoutez, on peut tester votre sorcier. Dites-lui qu'il fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ils parlaient leur langue, je ne sais pas, mais enfin, voilà la réponse. Il peut faire n'importe quoi. À droite, vous avez la forêt. À gauche de la forêt, pour vous, c'est à droite la forêt, à gauche la rivière. S'il veut, il peut changer de place. Oui. J'étais content, j'ai dit, oh, voilà, qu'il change de place. Mais non, impossible. On lui fait des offrandes. On lui apporte des poulets, qu'il ne fasse rien. Voilà ce qui est intéressant. C'est un mélange. Ils savent la date du voyage de la mission lunaire et en même temps, ils parlent de ce sorcier. Alors j'ai tout compris. Pour moi, le sort de cette femme, triste sort, était clair. C'est une méthode ordinaire d'éliminer les gens qui vous empêchent. Et pour lui, il s'agissait de sa vie. Alors il aurait dû montrer à tout le monde qui était patron dans ce patelin. Ah, voilà. Tu ne veux pas tempérer? Tu iras sur la Lune. Il l'a tué le jour même, c'est tout. Mais c'était le mélange de superstitions et des connaissances des voyages sur la Lune. On va peut-être maintenant demander dans la salle s'il y a quelqu'un qui aurait été témoin de phénomènes. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui nous ont déjà parlé, qui nous ont déjà fait des témoignages. Donc, il y a un monsieur, notamment à Ariens, là-bas, qui a été témoin. Il pourrait peut-être nous résumer un peu son témoignage. Je sais que c'est assez complexe, mais il peut peut-être nous dire en 2 minutes ce qu'il a vu. Pardon? Oui. Peux-tu repérer mes cassettes vidéo? Et monsieur, avec les lunettes, là, non, ça va pas. Pareil, très intéressant. Monsieur avec des lunettes, la barbe. Vous avez été témoin? Oui, en 83, j'en ai déjà un petit peu parlé au SERPA. Ah oui. En 83, ça devait, si j'ai bonne mémoire, c'était le 11 juin 83. J'appelle en plaisantant le 22h54, c'est un peu comme une horaire de chemin de fer. C'est pas du cristal. Quelque chose de lumineux, d'apparemment d'assez discret, et il passe au-dessus de Marseille et sera allé jusqu'à Paris. Lorsqu'on rentre dans les détails, si on le voit superficiellement, des gens l'ont compris qu'un avion, certains l'ont vu et m'ont dit, mais c'est vrai, tu me parles de ce truc-là. Ce qui nous a pas curieux, c'est que cet avion ne faisait pas de bruit. Et c'est des gens qui étaient vers l'Estac, c'est-à-dire un endroit où les avions sont assez bas puisqu'ils sont proches de l'atterrissage. Ils ont donc remarqué un certain nombre de détails curieux, mais pour eux, c'est un avion. Et lorsqu'on est dans les détails,
ça se met à coincer. Apparemment, c'était supersonique, ça ne fait aucun bruit, c'était à 5 km d'altitude, donc ça ne pouvait pas être un corps de fusée qui était en train de rouler en atmosphère, parce que ça brûle beaucoup plus haut. Un corps de fusée, normalement, ne serait pas jusqu'à Paris, ça fait quand même près de 1000 km. Le radar de Marignane l'aurait vu pendant une seconde, et le tank aérien, c'est-à-dire l'appareil extérieur qui tourne sur un radar, il met 2 secondes, 2 secondes plus tard, l'engin était toujours là, était suivi aux jumelles par les responsables de la tour de contrôle à Marignane. Le radar, il ne voyait plus l'engin, paraît-il. Alors, comme il y a eu beaucoup de témoins aussi, apparemment, il s'est passé quelque chose ce soir-là. Mais quoi exactement, je ne sais pas. Ça peut être une fusée en exercice. Si elle était supersonique, c'est un peu curieux qu'il n'y ait pas eu de bombe supersonique. Ça peut être un avion secret qui avait peut-être un problème. Ça peut être, je ne sais pas. Les avions secrets ont souvent bon dos. Au même titre que les bonnies, et on associe les bonnies au survol, entre autres, de la Provence par des avions furtifs américains de type F-117A ou Aurora. Mais moi, je préfère... j'élimine, vous savez, les cas qui provoquent des doutes. Moi aussi. Combien de cas il nous faut, je vous ai dit. Je suis toujours comme au tribunal. Je suis ici et je dois lutter jusqu'à la dernière minute. Je dois gagner. Je ne peux pas sortir vaincu. Non. C'est pourquoi il me faut moins de cas, mais le plus fort possible. Jimmy. Oui, tu peux venir. On a beaucoup parlé de nos amis de la Russie, de la France, d'ailleurs, des États-Unis. Merci. Mais chez nous, vous pouvez vous procurer, je ne sais pas si à Marseille on vend, il y a des maisons de la presse qui ont des magazines américains importants, ça existe peut-être. Bon, moi je lis texte, c'est inconnu au bataillon. Il y en a à Paris. Cette semaine, aux États-Unis, j'ai reçu le fax hier, j'ai reçu les 7 belles pages, d'une publication qui s'appelle People Magazine. C'est 4 images à la puissance 10 ou davantage. Et tout ce qui est publié dans People Magazine passe pour parole d'évangile. Alors disons que 50% peut-être, mais ça a un impact colossal sur le public américain. Depuis le mois de janvier, le mois de mars ou avril, mai, juin et juillet, une très belle revue, qui n'a pas d'équivalent en France, américaine, qui s'appelle Omni, O-M-N-I, Omni, publie des articles de fond, notamment sur le magazine People Magazine, publie cette semaine un article de John E. Mack, qui est un psychiatre américain de Toledo, dans une collection de bouquins que je dirige. Nous publions l'année prochaine le bouquin. Nous avons pu miraculeusement avoir l'autorisation de John E. Mack, que j'avais rencontré au Mouflin en Virginie. Tout cela dit, en matière d'enlèvement, en matière d'insémination artificielle, de blocage mental, etc., c'est rien comparé à ce qui se passe vraiment. Mais c'est pas à moi en parler. Hein. Je vais laisser les spécialistes des États-Unis et d'ailleurs qui n'ont pas besoin de manifester. Vous savez, je voudrais simplement conclure, c'est pas moi qui vais conférencer ce soir, nous avons eu la chance d'avoir 2 moyens de conférenciers qui nous ont éclairé sur certains points. Je voudrais simplement conclure avec une chose qui m'a été dite par un vieil ami, un vieux de la vieille lui aussi, Émile Michel. Il m'a dit à 30 ans, et il a écrit, tu sais, le jour est terrible, prendre conscience que les sous-volantes, c'est vrai, et il y a 30 ans, on ne savait pas grand-chose. Ça déclenchera chez les humains un Hiroshima psychique. Nous y sommes préparés. Le reste de la population victime des gouvernements, quels qu'ils soient, et là on n'est pas en train de parler politique de la droite, de la gauche, pas du tout. Les gouvernements sont tous d'accord. Il y a une complicité totale. Je ne dis pas qu'ils sont complices volontairement de gaieté de cœur,
comme dans une organisation de malfaiteurs, pas du tout. Je pense qu'ils doivent tous être contraints d'obéir. Le seul qui s'est reniffé, bon, c'est un tout petit chef d'État, c'était il y a 25 ans, je crois, mon ami François Cotten, qui a plus de la mémoire des dates que moi, c'est Gary de l'île de la Grenade, je me rappelle. Alors, quand il a craché le morceau à la réunion en disant, il faut qu'on fasse la vérité là-dessus, moi j'ai des éléments. Il y a eu une révolution dans l'île de la Grenade, qui était toute élie. Il y a un malheureux flic qui montait la garde devant le palais, il était tué. La seule victime de la révolution. Il rentre dans les rangs, on n'a jamais rien publié. Et quand il y a 30 et quelques années, Coleman von Kiliski, le major Coleman von Kiliski, que j'ai rencontré au Brésil en 1980 et 86, je crois, a sonné les sonnettes d'alarme. Pardon, c'est une question ou c'est une... non, c'est un petit rapport ou quoi? Non, c'est fini. C'est fini, simplement. Il faut y penser. J'ai parlé avec des spécialistes en Russie et il y a un phénomène qui n'est pas investigué jusqu'au fond. C'est-à-dire, si on parle devant vous d'un enlèvement, après, on peut vous passer sous l'hypnose régressive et vous allez raconter à peu près la même histoire avec quelques modifications. C'est ça le truc de notre mémoire, de notre cerveau, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre. Il ne faut pas oublier les expériences menées par Lawson et ses camarades. Il y a d'autres. Alors, je respecte beaucoup l'autorité de Marc. C'est bon, il a fait un grand livre, épais, très épais. C'est bon, mais pour le moment, nous savons plus sur le charbon, sur l'électricité, sur le ciel, la lune, mais moins sur le cerveau. C'est vraiment tabula rase. À vrai dire, on ne sait rien. On ne comprend pas comment. Mais on a constaté, une fois l'histoire est racontée devant vous, et tout de suite, on peut vous passer à la séance de cette hypnose, et vous allez raconter à peu près la même chose avec quelques versions. Mais, du fait, je suis d'accord, hein, il y a des enlèvements. Est-ce que nous sommes contre? Pas du tout. Ni vous ni moi. Nous sommes contre. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on peut mettre la pagaille dans la population en parlant de cela sous un angle tout à fait différent de l'approche scientifique. On peut mettre en pagaille tout le monde en parlant de la catastrophe demain ou après-demain ou ce soir. Est-ce que ça, le but de la science, est-ce que ça notre but? Nous voulons sensibiliser les gens, mais nous ne voulons pas leur mettre la trouille. Pas du tout. Donc, mais chacun a droit d'avoir ses convictions. C'est la victoire de l'humanité. C'est bon. Merci. Comment faire passer dans le grand public l'existence, sinon possible, du moins plus que probable, de véritables zoos de l'espace, c'est-à-dire on part toujours de l'origine d'une planète, du sol d'une planète, mais comme le décrivait, le pensait René Fouéré et le secrétaire général du GEPA, eh bien, une origine terrienne, c'est exactement comme actuellement qu'on considère l'agriculture sous l'angle du sol, alors que l'on sait très bien que l'on peut pratiquer l'agriculture à grande échelle sans sol. Bon. Et alors, de même que pour se déplacer que dans l'espace interplanétaire et intersidéral, eh bien, l'on utilise d'immenses vaisseaux spatiaux et dont nous avons, en tant qu'observateurs terriens, un aperçu, ne serait-ce que par les récentes observations qu'en France, dans le département de Seine-et-Marne, comme le décrit Jean-Gabriel Grenet, d'immenses structures se déplaçant que dans l'espace et qui, vraisemblablement, n'ont rien à faire avec un cerf-volant téléguidé. Voilà. Je m'excuse de prendre la parole, mais je vous ai écouté profondément et je n'ai pas entendu jusqu'à présent quelque chose qui soit positif. Pourtant,
sur la Terre, il existe le négatif et le positif. C'est à nous de le mener à bien. Donc, à l'heure actuelle, sur la Terre, je pense qu'il y a beaucoup plus de négatif que de positif. Et surtout, un mot qu'on oublie de dire, c'est d'avoir de l'amour pour son prochain. Et le mot amour, on ne l'entend pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais un petit peu, vous permettez, je vous connais déjà depuis longtemps, Monsieur Boris, et je me permets, vous voyez, de dire ce que je ressens, ce que les gens ressentent également. À l'heure actuelle, ils ont besoin d'avoir confiance, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'amour autour d'eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un nettoyage intérieurement soi-même. C'est déjà important. Maintenant, vous pensez que il n'y a que des extraterrestres qui soient négatifs? Eh bien, moi, je peux vous répondre non. De ce que nous avons dit tout à l'heure, vous dites que vous faites des enquêtes bien poussées pour savoir s'il y a vérité ou pas vérité. Bien. Moi, personnellement, et j'en connais d'autres, qui sont contactés depuis déjà longtemps. Je peux dire que je suis contactée depuis l'âge de 3 ans. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu une seule fois un contact négatif. Donc, il y a eu également, soit en Amérique ou ailleurs, des contacts avec d'autres personnes qui ont été également contactées, soit physiquement, soit télépathiquement. J'ai reçu depuis des années des messages, et il y a des personnes ici qui me connaissent, qui les ont vus, qui peuvent prouver que ces messages se sont toujours avérés exacts. Exemple, quand on m'a eu parlé de la Russie sur ces messages, on m'a dit que la Russie allait vraiment subir une grande catastrophe, exact, ce qui s'est passé à Tchernobyl. On m'a dit, faites attention dans les messages, que tous ces déchets... C'est pour tout le monde. Alors c'est ça, non, pas pour tout le monde. Mais pas pour si, tout le monde, pas pour tout le monde. Alors il faut trouver quand même des choses où vous gagnez. Et ça je ne cherche pas à gagner. Je ne cherche pas à gagner, je cherche à dire la vérité. Mais alors dites... Les extraterrestres ont la possibilité de venir ici, autour du globe de la Terre, alors que le terrien n'y arrive pas. Et c'est la raison pour laquelle ils nous disent que si on n'arrive pas à régulariser la situation sur la Terre, il y a une difficulté, c'est que quand les catastrophes arriveront, on n'aura pas la possibilité d'avoir des engins pour se sauver. Je pense que si vous avez écouté attentivement les deux rapports, hein, vous devez comprendre que nous sommes juste pour la régularisation, pour l'acceptation du problème, pour l'examen approfondi scientifique, nous sommes pour ça. Est-ce que nous disons qu'il ne faut rien faire? Pas du tout. Oui. L'amour, très bien, nous sommes aussi pour. La purification totale des âmes, nous sommes aussi pour. Et s'il faut, il faut commencer par la nôtre, pourquoi pas? Humain aussi. Nous sommes quand même d'accord. On va devoir lever le ciel. Oui, une question. Une dernière question peut-être. Après, un témoignage. Avez-vous entendu parler des vibrations qui se produisent actuellement sur Marseille et ses environs et qu'on n'arrive pas à détecter? Vous en avez entendu parler? Oui, bien évidemment. Et vous avez trouvé la source? J'ai fait un long article concernant les bonnies. Pour l'instant, l'enquête continue. Alors, une information là-dessus. Moi, je l'ai la source. Je m'y suis intéressé et le hasard, il y a quelques mois, m'a fait voir un jet qui passait qui était supersonique et ça fait pratiquement les mêmes vibrations, moins fort. Il y en a un par lequel j'ai fait plein de photos qui... Alors, une petite précision aussi, c'était un jet supersonique. les jets supersoniques sont interdits de voler au-dessus des villes. Sauf s'ils font des essais spéciaux. Non, c'est strictement interdit. Alors, est-ce que les militaires ont le droit de faire des manœuvres dans l'illégalité? Ça... Et de même que les avions militaires n'ont pas le droit de voler au-dessus que d'une certaine altitude. Durant les exercices. En général, les exercices aussi, le prototype peuvent éventuellement se faire au large en Méditerranée ou au-dessus de l'océan. Apparemment, ce que j'ai vu, c'était une traînée d'avion supersonique. Peut-être qu'à ce moment-là, il s'est passé le même... Peut-être qu'à ce moment-là, ça peut être concomitant comme événement. Voilà, il y a un monsieur là qui est de Riance et qui a fait une rencontre presque de quatrième type en 1900... Combien c'était, 78 peut-être je me trompe, ou c'était... quelle époque?
c'est en 79. 79 à Riance, hein, c'est dans notre Provence. Et voilà, il va nous résumer un petit peu sur son observation. C'est vraiment incroyable. On a écouté tout à l'heure Le Monde étrange décontacté avec Orena, comme aime bien le dire notre ami Jimmy Dieu. C'est vrai que c'est l'ufologie, enfin, c'est le côté le plus hard de la recherche. J'ai fait des plans là de tout ça. Voilà, je passe la parole. Hein. C'est 100% vrai et lune. Monsieur Viana, justement, nous en discuterons très prochainement. Il allait dire Quand on dit Votre cas est intéressant. Votre cas est a priori très intéressant. On peut faire comme un petit résumé quand même. De toute façon, rendez-vous a été pris avec monsieur et nous ne pouvons absolument rien dire. Nous avons dit notre parole. Voilà. Pourquoi il y a dire il faut faire dévoiler la vérité? C'est contraire. C'est contraire à la vérité. Aura fait son enquête. S'il vous plaît. À quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? C'est démentiel de cacher ça. C'est enfantin. Mon bébé de 4 ans, il fait ça, il cache son jouet à son frère. Enfin, franchement, c'est lamentable de voir ça. Cacher ça par rapport à quoi? Pour que vous nous vendiez le livre après ou quoi? C'est un procédé normal. Mais une enquête, ça doit être public. De toute façon, ça sera signalé. Mais non pas étalé sur la place publique. On ne peut pas en faire un secret. Quand les conclusions seront effectives, à ce moment-là, on mais peut en il y parler. a des personnes en cause et on n'a pas mis au courant, qu'on en parle, il n'y a pas de raison que les mettre en cause sans leur en parler. Voilà, exactement. Peut-être on pourrait simplement résumer sans citer le lieu, sans citer les personnes, voilà, en restant le plus vague possible. Monsieur Schwanda et moi-même, nous ne jouons pas les cachets. Voilà, monsieur Viana, vous pouvez en parler un petit peu? En restant vague, voilà, sans citer des lieux, sans citer des personnes. Non, mais De toute façon, si j'écris, j'ai fait un manuscrit. vous avez dit c'est secret. Vous approchez s'il vous plaît? Approchez-vous là, voilà. Quand quelqu'un parle, je ne parle pas. Alors de toute façon, j'ai fait des plans. Ils sont là. J'ai un manuscrit du tout ce que j'ai vu. Et croyez-moi, ça c'est pas sérieux. J'ai vu OVNI, 2 petits robots ou 2 hommes gris. Flash continu avec image, personne. 2,20 m de haut, hein, et j'ai encore eu 2 contacts chez moi. Voilà, c'est tout. Hein. Oui, voilà, c'est normal. Voilà, vous êtes rassurés. Mais ils ne vous ont pas dit d'où ils venaient. Il n'y a pas eu de parole entre eux. Pas de télépathie non plus. Et moi, c'est un ordi téléguidé avec 2 petits robots, madame. Ils ne parlaient pas, ils m'écoutaient, ils se communiquaient, tac à tac. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect envers des gens qui racontent ce que vous venez de dire. Et je ne voudrais pas qu'on ridiculise ça avant d'avoir fait une enquête approfondie, c'est ça? Exactement. Il ne faut pas le mettre, vous savez, passez-moi les mots. Il ne faut pas le mettre idiot. Non, c'est un homme qui a droit à une vie normale, et c'est tout. Et s'il veut collaborer dans cette enquête, ce serait très bien. Voilà. Voilà. Absolument. Voilà. On n'a rien à cacher. Oui. Catherine Sanguillet, là, est-ce que vous avez encore un petit peu la force pour nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu? Je crois que c'est un cas d'abducté. Et ça, c'est assez rare quand même dans notre région. Un petit résumé. Allez. Non, vraiment? Non. Je pense que d'accord. Voilà, je crois que... Encore, s'il y a quelques autres questions? Vous voyez, bon, hein, une soirée, ça ne suffit pas. J'espère que vous viendrez l'année prochaine à notre congrès international sur les ovnis. Ça dure 72 heures. 72 heures comme ça de discussion. Vous voyez que c'est vraiment très passionnant. C'est la discussion que jaillit la lumière. Voilà. Une autre question? Gilbert Attard de l'INSA. Je voudrais juste vous poser une dernière petite question. Est-ce que vous avez déjà eu vent d'histoires de phénomènes ovnis et juste avant leur apparition, un vent chaud qui apparaît, même en pleine nuit, par moins 6 degrés par exemple? Le vent chaud qui apparaît? Disons, voilà, je vais vous raconter comment ça se passe très rapidement. On est un petit groupe d'amis qui faisaient... J'ai le vent chaud. Voilà, il y a eu en pleine nuit, par moins 6 degrés. Il y a un cas aux États-Unis. Alors il y avait un avion, après l'apparition d'un ovni, et il y avait une telle chaleur que des pilotes se sont catapultés. C'était obligatoire parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette chaleur. Oui, mais excusez-moi, monsieur Boris, mais dans ce cas-là, il n'y avait pas du tout d'avion, la nuit était claire, et puis avec ça, un avion, ça s'entend d'assez loin. Et là, disons. Non, un avion et un ovni.
Ah d'accord, ok. Excusez-moi, j'avais mal compris. Il y a eu d'abord un vent chaud, et ensuite des boules lumineuses qui ont apparu de derrière une montagne. Alors est-ce que des cas similaires ont été... C'est ce que je voulais seulement savoir. C'est une idée qui est rentrée. Je vais chercher des analogies. Oui. Ça va. Une autre dernière question? Allez, c'est Jean qui conclut. Jean-Jacques. Jean-Jacques, pardon. Je peux parler sans micro aussi. Oui, s'il vous plaît, il vous pose une question. Voilà, c'est les discussions du prologue, ça. Oui, Jean-Jacques. Alors, ça serait pour conclure concernant le professeur Jean-Claude Bourret. Apparemment, ah oui, parce que j'ai compris, il est journaliste. C'est un Jean-Claude Bourret, oui, pardon, il est journaliste, je voulais parler de Jean-Pierre Petit. Est-ce que on peut se baser sur ses écrits ou bien c'est fantaisiste? Ah, alors là, c'est aux scientifiques de juger de la validité. Maintenant, vous savez, peut-être vous êtes tous en France, vous êtes tous des Français. C'est difficile à vous. Peut-être moi je dirais comme ça. Alors son problème de magnéto et tout ça, c'est très intéressant, on travaille là-dessus en Russie depuis longtemps. Et voilà maintenant le problème. Il voulait attirer l'attention à ce qu'il faisait. Il a utilisé cette astuce, peut-être, je ne sais pas. Mais maintenant, sur le niveau scientifique international, on le refuse à cause de cela. Et j'ai des citations en provenance des États-Unis, là où on rit. Vous savez, à cause de cela. Donc je pense qu'il voulait faire valoir sa découverte, et pour cela il l'a rattaché à l'histoire des humides. C'est mon avis personnel. Oui, j'ai lu ces livres, j'ai eu l'impression que ce n'était pas sérieux. J'ai eu l'impression qu'il avait peut-être inventé ces histoires. Mais le problème, c'est MHD, c'est très sérieux. C'est absolument sérieux, c'est très sérieux. Et en Russie, on travaille sur les livres. Voilà. Je vous pose cette question parce qu'en septembre, je ferai une petite exposé dans un club privé. Je vais parler de Jean-Pierre Petit, évidemment. Je ne sais pas trop quelle c'est la MHD, c'est pas nouveau. Moi, j'ai très bien connu le professeur Léon Brun, membre de l'Académie des sciences, et qui travaillait avec M. Mérès, entre autres, et qui déjà, il y a sa date du temps du premier congrès international d'astronautique, c'était donc dans les années 57. Ce n'est pas nouveau cette affaire de la MHD, mais il n'en demeure pas à moins que Jean-Pierre Petit a des qualités évidentes en tant que chercheur. Je parle de ces livres sur les ovnis, j'ai eu l'impression que les histoires du monde n'étaient pas sérieuses. Oui. Mais son problème scientifique, c'est sérieux. Le problème scientifique, oui, très sérieux. Là, sur ça, j'en discute. Nous allons lever la séance. Alors, il ne nous reste qu'à vous remercier. Voilà. Merci beaucoup.